sur Africa numéro 1. Bonjour, on mûrit avec l'âge et l'âge avec le temps. Il faut que le monde nous écoute afin qu'il réalise le poids de cette douleur qui nous pèse par des enjeux qui nous dépassent sans qu'ils ne s'entassent. De ces souffrances dont on nous a fait porter le costume, presque taillé sur mesure, d'aucuns diront une véritable camisole. Oui, l'Afrique a ses pleurs qui chantent parfois si au souffle de vent, qui déchire les voiles d'un catamaran. Bien malgré les épreuves, elle reste aussi déterminée qu'un skipper qui ne s'avoue jamais vaincu tant que la ligne n'est pas franchie. Qui de nous ne s'est jamais résigné sur le sort de l'Afrique à voir l'immensité des difficultés qui se lèvent devant nous? Heureusement, pour certains, c'est juste le temps de bien recharger les batteries pour mieux rebondir. Nous sommes nés pour faire face à toutes les situations, du pire au meilleur. Et notre salut en serait la récompense de tout un peuple. Alors vous êtes une presse engagée. Tout à fait. Mais c'est clair. Disons que nous ne disions pas que nous ne le sommes pas. Nous sommes une presse engagée, oui. Nous allons prendre Charles Christian en ligne et puis ensuite Dieudonné Penda nous donnera son regard. Charles Christian, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à nos invités. Bonjour Charles Christian. Bonjour. Bien voilà, moi je disais qu'un bon journaliste est d'abord un chasseur d'informations. Je m'explique. Ce qui veut tout simplement dire que celui qui veut savoir ou mieux informer doit aller à la source. Or, pour savoir, il ne suffit pas seulement d'avoir une bonne information. Il faut encore faire preuve d'une bonne interprétation de l'information. Donc, une bien meilleure analyse. Il est vrai que le métier du journaliste demande un certain talent qui n'est autre qu'un contact qui tient plus du feeling, et pour ce qu'il s'agit d'un contact direct et d'un génie au talent dès lors qu'ils font juger par la plume de certains. Donc, oui, donc j'ajoute que chez nous en Afrique, d'ailleurs je reviens de là, en Afrique il n'est pas facile d'être bon journaliste. On finit tôt ou tard par se faire entraîner par le rouleau compresseur. Quand une presse craint un pouvoir, c'est qu'elle est loin d'être libre. Et quand un pouvoir redoute une presse, c'est qu'elle en fait plus qu'il n'en faut. Donc, d'où toute la difficulté d'avoir une bonne presse. Voilà un peu ce que j'en tire pour avoir été en Afrique. Charles Christian, merci infiniment, parce que c'est vrai, c'est un regard tout frais du terrain qui nous arrive et qui apporte une pierre à cette émission. On vous remercie. Merci. Et puis notre invité Alexandre Moubaris va réagir. Alexandre. Oui, bon, tout à fait. Je pense que si la presse craint l'État, et peut-être que l'État n'est pas démocratique, peut-être que l'État ne représente pas vraiment le peuple. Je pense que la seule, à mon avis, la meilleure presse, c'est une presse qui est en fait est contrôlée par le peuple, évidemment à travers l'État, parce que si c'est un représentant qui fait son travail normalement. Alléger le poids de la dette des pays pauvres pour humaniser la mondialisation, préconisait notre précédent auditeur. Telle n'est pas l'opinion du prochain intervenant qui affirme que l'Occident n'est pas du tout prêt à partager le fruit de la croissance avec les pauvres. Selon lui, la présence des 3 chefs d'État d'Afrique à la réunion de G8 à Okinawa au Japon ne changera en rien le cours de l'histoire. Au sommet d'Okinawa, au pays du soleil levant, le G7+1 nous a une fois de plus entraînés dans une impasse en nous couvrant les yeux par la politique de tant de promesses nourries des belles intentions qui ne sont que leurs. N'allons pas croire que l'invitation de nos 3 représentants triés sur le volet, l'Algérien Bouteflika, le Nigérien Obasanjo et le Sud-Africain Thabo Mbeki, va changer le cours de l'histoire. Tant que l'annulation totale de nos dettes n'est pas prononcée. Comment jouer dans la même cour que ces grands? La mondialisation est une partie qui se joue selon les règles du marché qui nargue plus d'un. Parce que les règles relèvent encore de l'obscurantisme. Le poids de la dette
nous empêche de rivaliser avec ces tout-puissants. Comment peut-on accepter de tout temps servir de wagon à une locomotive? L'annulation de la dette serait pour nous un signe encourageant pour assainir nos économies, de quoi nous donner de la poêle de la bête pour ne plus avoir à redouter ces cours ou cette cour. Ça serait aussi une façon plus équitable de repartir de ce tout bénéfice. Si l'Occident est prêt à faire des promesses, cependant, il n'est pas du tout disposé à partager le gâteau. Les politiques auraient-ils pris un train de retard par rapport au peuple? Cela m'en a tout l'air. Dans ce cas, comment humaniser un système quand on en vient aussi à défendre son contraire? On reste entre les deux Congos. Nous sommes à présent à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, suite aux déboires successifs qu'a connu la commission d'enquête chargée par les Nations Unies d'élucider la question des réfugiés Hutus en République démocratique du Congo. Notre intervenant s'attache à dégager les causes de ces difficultés. Il préconise également plusieurs éléments de solution afin que l'ONU retrouve une certaine crédibilité dans cette affaire. Les enquêtes ont toujours eu quelque chose d'arrière-goût, quelque chose au goût amer, quelque chose de suspect, surtout dès lors qu'il s'agit de reconstituer les faits pour lesquels on est montré du doigt, pour faire la lumière sur les faits reprochés et surtout sur ce qui défraie la chronique et jette le discrédit sur une action qui se voudrait bonne. Les résultats d'une enquête ont toujours quelque chose de terrible, de glacial et de redouté, de ceux qui l'attendent, car ceux-ci peuvent vous faire passer au bûcher, ce qui parfois explique le tiraillement, les résistances et les changements et le retournement inattendu des situations. Voilà un des éléments du pourquoi de ce contretemps entre Kinshasa et l'ONU. L'enquête doit se faire selon les principes du bon sens et les règles de l'art en la matière. Déjà que l'ONU n'a pas une bonne presse dans ce pays pour avoir laissé une très mauvaise impression lors de son intervention suite à l'appel de Lumumba et de Kasavubu pour rétablir l'ordre. Ce qui malheureusement s'est tourné en un véritable fiasco pour Lumumba et le peuple congolais, pour un long règne de la dictature que nous avons connue. L'hostilité et la résistance des autorités de Kinshasa s'expliquent. Expliquer ne veut pas dire excuser, mais justifie une action, une réaction. Voilà pourquoi il serait bon que l'ONU, pour une fois, joue franc jeu sans être un instrument au service de certaines grandes puissances qui ont intérêt à voir tomber certaines têtes dans le piège de la démarche. Entre autres, il se pourrait qu'entre-temps, que l'ONU ait évolué vers le bon sens, qu'elle s'est finalement émancipée aux yeux de l'opinion publique internationale. Jamais Kinshasa n'outrepasserait ses droits, surtout quand on sait le poids de l'ONU sur le plan mondial. Seulement voilà, il n'est pas question de se laisser faire, car de cette enquête dépendra l'orientation et la suite à donner à l'action de LDK. Une enquête, oui, mais dans la transparence. Il y a trop de problèmes et de malentendus qui entourent ce problème de réfugiés rwandais. Tout homme et tout être de ce bas monde a droit à la vie et à une certaine aisance de l'existence dans sa propre vie. Kinshasa et les autorités onusiennes doivent dépassionner le débat et mettre en place une structure neutre. Congo-Kinshasa, un scandale géologique selon les experts, un élément dont il faut tenir compte dans l'intérêt de l'action que compte mener l'ONU sur les massacres de réfugiés rwandais. Que LDK fasse de la résistance aux méthodes et aux pratiques onusiennes, c'est vous dire que le problème reste entier. Donc, l'ONU et Kinshasa sont condamnés à travailler
travailler ensemble pour restituer à l'humanité la part de vérité sur ce qui s'est passé à l'Est et dans les camps des réfugiés rwandais de l'Est du Congo-Kinshasa. Informer sans déformer. Juger sans passion. Réagir sans attendre. Le journal des auditeurs pour faire bouger les choses. La prévention contre le sida marque le pas et doit être réactivée chez les jeunes, dont 3 millions ont été infectés par le virus cette année, soit la moitié des nouveaux cas. Ce 1er décembre, journée mondiale du sida, l'ONU a rappelé que seule la prévention, à l'exemple de l'Ouganda, peut faire la différence. Cette année, 33,4 millions de personnes sont porteuses du VIH, dont les 2 tiers se trouvent en Afrique. Comment sensibiliser les jeunes contre cette pandémie ? Explication. Quelle ne fut pas ma surprise quand une de mes excellentes amies m'a dit qu'elle avait du mal à bien comprendre la propagation du sida en Afrique. Les Africains seraient-ils aussi inconscients qu'insouciants pour pas prendre en compte les ravages occasionnés par ces pandémies? Dans le fond, l'amie a vu juste. Et dans la forme, elle a vraiment visé net là où le bas blesse. Cette amie noire de peau, tout comme moi, est une de ces sœurs et de ces personnes des Antilles qui nous s'approchent de par leur conception et leur approche des choses. De là, je me suis mis à l'expliquer le contour du problème. En un premier point, que l'information est très mal véhiculée dans la plupart de nos États, et pour cause, ceux qui détiennent ces outils de communication ont d'autres priorités immédiates qui consistent à consolider leur pouvoir et de là à étendre leur zone d'influence. Et de deux, la communauté internationale se garde bien de faire du forcing alors qu'il y a péril dans la demeure. Il y a à peine moins de 72 heures que le ministre Kouchner, sur une des chaînes concurrentes de la place de Paris, faisait le vœu de voir mettre en place un droit d'ingérence sanitaire pour pallier à ces situations insensées et suicidaires, pour ne pas dire insupportables, où la population est abandonnée à elle-même, faute d'information. La population doit automatiquement bénéficier d'une assistance de large solidarité internationale au cas où les autorités en place voudraient tirer la couverture à leur profit afin de monter les enchères. Et là, ils doivent immédiatement subir la foudre et le courroux de cette même communauté et aussi de la Cour internationale de justice. Autre paramètre dont souffre le tabou, poison dans le pire des cas et la pire des traditions, de nuisances qui préoccupent plus d'un d'entre nous. Et l'ignorance dont souffre une très bonne et grande partie de nous autres Africains, qui sans doute n'ont pas eu la chance et l'occasion de s'instruire et de se tenir au courant des bien fondés de la science dans la marche en avant, est une vraie donnée scientifique qui leur échappe. Seul le bon sens ne suffit pas. Et c'est à nous que revient cette responsabilité qui est une lourde tâche d'éclaireur. De leur montrer ce qu'il faudrait faire dans ce cas pour éviter ces faux pas, ces erreurs et ces pièges haras qui prennent les formes d'une véritable toile d'araignée de la veuve noire qui n'augure rien de bon en perspective. La tradition ne doit pas étouffer l'excellence de la science et encore moins tuer la vie. Le préservatif actuellement est notre seul salut, notre seule chance pour freiner cette hégémonie du mal de ce fin de siècle. Il ne faut pas en avoir honte, mes chers frères et sœurs. La prévention d'abord
et la prudence avant tout. Qui refuse de s'en soumettre, mes sœurs, est un réel danger pour votre santé et pour vous-même. Alors, autant mieux prendre ses distances avec celui-ci. Quant aux malades du sida, actuellement, il y a la trithérapie, mais trop chère pour notre pauvre bourse. Et c'est là que j'accuse la communauté internationale de complicité. Il serait temps qu'elle se corrige de ces rendez-vous manqués de cette erreur. Vous, jeunes d'Afrique, jeunes sur le continent, dépourvus de tout à cause de ces querelles de toutes sortes et de ces guerres, à tort ou à raison, désœuvrés depuis, voilà que vous vous livrez à cette activité de passe-temps inutile, devenue votre sport favori, au nom, dit on dit long, coureurs de jupons. Ce sont ces mêmes jupons qui demain seront la cause de votre perte. Alors, pensez-y. On nous parle de la rébellion et de la façon que les choses se présentent à l'est de la République démocratique du Congo et encore plus à l'est, au-delà de nos frontières. Je me dis, qui du peuple et de ces bandes armées nostalgiques de la vieille garde et de ces opérations commando, qui de ces deux est vraiment le vrai rebelle? À mon humble avis, sans le moindre tour ou le moindre doute, c'est le peuple. Le peuple martyr qui a toujours autant du mal à trouver son compte. Ceux de Kinshasa peuvent témoigner de leur efficacité pour qu'on les juge aux actes. Il faut que chacun des belligérants parvienne à vaincre la peur du peuple et à lui donner les meilleures garanties afin qu'il taise ses doutes, sa colère et sa rancœur face à des gens qui ne roulent carrosse que pour leur suffisance. Il revient à LDK, Laurent Désiré Kabila, de tout faire pour doter à ce pays, grand comme un continent, et véritables institutions pour un bien meilleur fonctionnement d'un état de droit. Et je ne pense pas, après quoi il y aurait encore tant de choses à dire, à moins peut-être que la mauvaise foi des uns et des autres devienne un véritable fonds de commerce pour les gens qui n'ont eu autre but et préoccupation que de saigner le peuple à blanc pour le réinstaller dans une misère sans précédent. Le débat contradictoire sur le Congo démocratique, le conflit en RDC dans lequel sont engagés la plupart des pays d'Afrique centrale ne semble donc pas devoir se résoudre, du moins dans l'immédiat. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique pour être en pole position de ce qu'on attend d'elle? Au lieu de tout le temps être en mauvaise pole position et nous faire le bide à la bidasse, rien que pour prendre une des pole positions, question de faire parler de soi à tout prix misérable. Si nous tenons à ce que l'Afrique, à ce que ces organisations gagnent à être reconnues, nous devrions couper court, net, avec certaines pratiques qui font la honte de ce que nous sommes devenus malgré nous. Bien sûr que c'est une pilule au goût amer, que de voir ces clichés de nous qui parcourent le monde et en fait donne de nous un portrait d'un peuple misérable et minable, incapable de résoudre ses problèmes en famille et en conseil de famille, sans autant avoir recours à d'autres
qui n'ont rien à faire à ce qui se passe. Bien au contraire. S'il faut tout le temps recourir aux bons offices des autres, auprès de ces autres, à chaque fois que la maison prend feu, alors à quoi nous servent nos quelques organisations structurelles mises en place pour résoudre nos problèmes et défendre la cause de l'Afrique? Nos problèmes. Les résoudre, c'est chercher une forme d'épanouissement. Faire face à cette influence venue d'ailleurs de nos fossoyeurs et à tout comploteur de tout genre est de notre devoir, c'est un droit. Mais au fait, à vrai dire, ces organisations ont-ils réellement, ne fût-ce qu'une seule fois servi la bonne cause qui tend à préserver notre intégrité, nos intérêts? Franchement, il y a là de quoi s'interroger. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à nos organisations pour être efficaces? C'est d'avoir une bonne ligne de conduite et des objectifs finaux, clairs et nets à atteindre. Il faut aussi et surtout qu'il y ait une transparence, mais une vraie. Pas de quoi nous embrouiller la tête et nous brouiller l'esprit comme sous dans un épais brouillard matinal. Nos organisations doivent avoir une politique africaine pour les Africains, pour ne pas avoir l'air des organisations de façade, de paillettes au service d'une cause tout autre que de l'africaine. La guerre n'est autre que la conséquence de notre sournoiserie flagrante et emblématique. Et vous voulez parler d'un amour possible entre des individus qui se détestent en coulisses et devant les feux du projecteur voudraient faire figure de bon enfant du faux semblant. À ce jeu, on en sort toujours perdant. Rendez-vous compte, prenons par exemple le cas de François Mitterrand et de Michel Rocard, où cela tout a fini. Dans un quiproquo sommaire qui n'a fait qu'attiser le feu de plus belle et à envenimer la haine entre ces deux figures emblématiques de la gauche. L'Afrique, par ses organisations et par des médiations qui survolent honteusement ces structures mises en place pour trouver écho auprès d'autres cieux et d'autres seigneurs, et cela est un aveu terrible d'échec qui veut tout simplement dire que les vrais ou le vrai pouvoir se trouve ailleurs que chez nous, que dans ces assemblées de passe-temps inutiles. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire, et nous pouvons encore mieux faire, c'est-à-dire revenir sur nos pas pour partir du bon pied. Nous ne voulons pas d'une Afrique titubante qui flatte, mais nous voulons plutôt d'une Afrique réelle qu'on drague pour mieux la flatter. À ce jeu de séduction, nous avons tout à y gagner. Et pour conclure, j'ajouterai tout simplement ceci. Du jour où l'Afrique saura là où se trouvent ses véritables intérêts, elle fera merveille. À bon entendeur.